Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour à tous chers auditeurs et bienvenue dans cette chronique hebdomadaire Altistoria, la chronique qui humblement ose prétendre mettre en valeur, ou du moins dépoussiérer l'histoire locale, parce que notre territoire altigérien, vous le savez chers auditeurs, puisque vous me suivez de semaine en semaine, eh bien il est riche d'une histoire locale qui a façonné nos modes de vie, nos paysages, nos traditions jusqu'à nos jours. Au fil des siècles, notre société altigérienne, comme on l'appelle, s'est construite avec les régimes politiques du pays, les religions, les traditions, mais aussi, hélas, les guerres. Et oui, chers auditeurs, les guerres ont aussi façonné le pays, ont aussi façonné notre société et notre territoire de Haute-Loire. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur la première guerre, qu'on appelle aussi la Grande Guerre, la guerre de 14-18, la première guerre mondiale qui, pendant 4 ans, va ravager le pays et le territoire altigérien, qui, bien sûr, n'est pas épargné. On voit alors les hommes des campagnes, puisqu'il n'y a pas de bataille en Haute-Loire, on est d'accord, mais il y a les hommes des campagnes des villes, plus ou moins jeunes, et bien qu'on voit partir au front, dans le nord de la France, et personne ne sait s'ils regagneront un jour leur foyer altigérien. Alors c'est une époque particulière et pour vous en parler, pour vous emmener avec moi le temps d'une chronique dans cette période singulière de notre histoire, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, pour vous, chers auditeurs, Janine Reynaud-Million. Bonjour Janine. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Janine, vous êtes, je vous présente rapidement pour nos auditeurs, depuis toujours vous êtes très attachée à la région de Thirange-et-Boissé, qui sont des villages, c'est ça ? Oui, c'est ça. Des villages qui sont situés dans l'est de la Haute-Loire. Thirange est le village natal de vos parents et grands-parents, où dès votre plus jeune âge, vous y passez vos vacances et en gardez des souvenirs d'enfance, d'amitié, d'insouciance aussi, je suppose. Voilà, c'est tout à fait ça. Vous êtes passionné surtout de généalogie, de photos, et vous avez écrit 2 ouvrages, vous avez publié 2 ouvrages, l'un intitulé « Les poilus de Thirange pour que leur mémoire ne soit jamais oubliée », je les ai en face de moi ici, et l'autre est intitulé « Les poilus de Boissé pour que leur mémoire ne soit jamais oubliée », imprimé par Copy Média, écrit par vos soins, basé sur vos recherches pendant de nombreuses années, j'imagine ? Oui, c'est ça. J'ai mis à peu près 2 ans et demi pour réussir à faire et à imprimer les 2 livres. Toutes les recherches, c'est ce qui a pris le plus de temps, bien sûr. Avec ces ouvrages, Janine, vous réussissez brillamment, je trouve, à conjuguer votre amour pour l'histoire de ces villages, avec l'histoire avec un grand H, hein, vous le dites même dans vos bouquins, de cette grande guerre, pour retracer au mieux un pan de ces heures tragiques qui ont marqué les générations. Ce sont vos mots, hein, je vous cite, à travers tout le pays, en prenant en exemple ceux de Thirange et Boissé. C'est ça votre ambition ? Ça, tout à fait. Alors vous êtes d'ailleurs actuellement sur le projet de la rédaction d'un autre ouvrage, Janine, qui est dédié cette fois-ci à la mémoire des poilus de la commune de Saint-Ferréol-d'Aurour. Quel était le déclic pour vous de vous pencher, puis d'écrire à nouveau sur la vie des poilus de Haute-Loire durant la Grande Guerre ? Alors, la première fois que j'ai eu l'idée, si vous voulez, d'écrire sur les poilus, ça remonte un petit peu à loin maintenant, puisque c'était en septembre 2018. J'avais répondu à une question qui avait été posée par les archives départementales 43, qui sont très sympas, qui m'ont bien aidé aussi à retrouver des documents, donc je viens par la même occasion aussi à les remercier un petit peu. Donc j'avais répondu à une question qu'ils avaient posée et après, donc comme ma réponse devait les avoir intéressés, j'avais été invitée en tant que VIP à l'inauguration de l'exposition sur le centenaire de la Grande Guerre. Ça, c'était en septembre 2018. Et donc j'y suis allée avec mon mari. On a fait beaucoup de photos de l'exposition. Il y avait des panneaux vraiment très intéressants. Il y avait plein de choses sympas. Et c'est là où j'ai rencontré monsieur André Martin, qui est écrivain, il est de Saint-Pierre-du-Champ, et lui, il a écrit des livres sur les poilus de son secteur, et ce jour-là, il dédicaçait son livre sur les poilus de Saint-André-de-Chalancon. Et donc, pour moi, ça a vraiment fait tilt, parce que la famille de ma maman était originaire de cette commune. Donc, j'ai parlé avec monsieur Martin, j'ai regardé, donc dans son livre que j'ai acheté d'ailleurs, j'ai trouvé des ancêtres, des oncles de ma maman, des gens de sa famille.
Et donc, quelques temps après, je me suis dit, mais pourquoi j'écrirais pas, moi, sur les poilus de Thirange. Et j'ai appelé M. Martin pour lui demander si ça l'ennuyait pas, justement, que je reprenne un peu son idée générale d'écrire sur les poilus. Oui. Et il m'a dit que c'était pas du tout son secteur et qu'il était très intéressé, au contraire, que je puisse faire le même travail, quoi. Donc moi j'ai acheté après plusieurs de ses livres, un livre sur les animaux justement dans la Grande Guerre, et après donc, il m'a donné l'autorisation aussi de le citer, il m'a donné des citations, quelques témoignages, des choses très intéressantes, donc que j'ai pu mettre aussi dans mon livre pour l'illustrer un petit peu. Et donc il trouvait que personne s'intéressait à ça, donc au contraire il était très très content. J'ai été même à une conférence qu'il a donnée à Valprivat, et il m'a donné aussi son support de conférence pour que je puisse m'en servir, où il y avait vraiment d'autres choses passionnantes, quoi. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais juste l'intention de faire un petit recueil que j'aurais donné à la mairie, simplement pour parler des soldats qui figurent sur le monument aux morts. Et après, au fur et à mesure, toutes les recherches que j'ai faites et qui étaient vraiment passionnantes à faire, très intéressantes aussi à comprendre, je me suis dit que ce serait bien de pouvoir recontextualiser un petit peu l'ensemble, en parlant donc de Thirange et de la Grande Guerre, ou de Thirange dans la Grande Guerre. Et après, j'ai fait la même chose sur le village de Boissy. J'ai présenté mes livres, donc pour vous les présenter un petit peu, il y a une partie générale sur la Grande Guerre, donc où je parle de l'argot des poilus, des dates de bataille, même si tous les sites internet sur lesquels je me suis penchée ne sont pas d'accord sur les dates de début et de fin de bataille, ni sur le nombre de morts à chaque bataille. J'ai essayé de faire, c'est pour ça que par endroits je mets un petit peu des fourchettes de dates et des fourchettes de morts, parce que on n'a pas vraiment les chiffres exacts. J'ai voulu parler aussi de la place des femmes dans la guerre, puisqu'il y a très peu d'historiens qui en ont parlé également. Donc j'ai essayé de faire ça. Après j'ai présenté un petit peu la commune spécifiquement dans la deuxième partie. Et après j'ai fait une page entière sur chaque soldat de la commune. Et à la fin, j'ai fait une liste récapitulative alphabétique et qui a vraiment intéressé les gens. Dès qu'ils ont eu le livre en main, c'est la première chose qu'ils ont regardé pour voir justement s'il y avait quelqu'un de leur famille qui était concerné par cette période. Vous avez écrit un essai Dans la peau d'un poilu, le départ et le retour du front. C'est quoi être un poilu à cette époque en Haute-Loire, Janine ? Alors être un poilu, à cette époque, à mon avis, c'était surtout de faire son devoir pour son pays, s'engager à côté de frères d'armes, de copains, pour tenter de chasser l'ennemi hors de France et sauver l'avenir de chacun. Et après avoir lu énormément de témoignages, d'avoir lu plein de récits de poilus plus bouleversants les uns que les autres, j'ai eu aussi l'envie d'écrire un petit essai pour me mettre dans la peau d'un de ces soldats si jeunes pour mourir et donner sa vie pour la patrie. Et c'est vrai qu'au départ, tous ces hommes partaient, certains que la guerre ne durait pas et que ce ne serait qu'une simple formalité. Ils y allaient un petit peu la fleur au fusil, presque contents d'aller faire leur devoir de soldats, et ils pensaient tous être de retour pour Noël. D'accord, donc ils partaient avec une espèce de fausse idée de ce qui les attendait. Voilà, tout à fait, parce qu'ils ne connaissaient pas l'ampleur du phénomène. Il y avait plein de choses cachées à l'époque, et donc ils ne savaient pas du tout dans quoi ils s'engageaient, surtout. Au moment de la réquisition de tous ces hommes au front en 1914, est-ce que tous les villages de Haute-Loire sont touchés de manière similaire ? On est à l'époque sur une société encore majoritairement rurale, agricole, même si on a eu un premier exode rural avec l'âge industriel au 19e siècle, mais on est quand même sur une société qui est, surtout la Haute-Loire, dont le socle est quand même très... Voilà, ce sont les travaux agricoles. Là, d'un seul coup, tous les hommes s'en vont, la majorité des hommes partent. Comment est-ce que les villages se réorganisent, arrivent à survivre, assurer les récoltes? Comment ça se passe? Oui, je pense que tous les villages de la Haute-Loire n'ont pas été touchés de la même manière. En effet, tout dépendait s'ils avaient ou non des usines sur leur territoire, parce que souvent les ouvriers étaient mobilisés dans les usines au moment de la mobilisation, et seuls les paysans étaient mobilisés pour partir à la guerre. Ils avaient une forte résistance à travailler par tous les temps, une bonne constitution physique, et ils étaient tous partants pour aller dans l'infanterie, quoi. C'est là où il y a eu le plus de morts. Donc c'est pour ça que ça peut expliquer les statistiques sur le nombre de morts pour la France, entre certains villages de Haute-Loire, où le secteur agricole était le plus important et d'autres qui étaient plus industrialisés, comme Saint-Ferréol par exemple, où il y avait beaucoup de soldats mobilisés dans les usines
aux alentours de Saint-Féréol, donc Monistrol, Pont-Salomon, Firminy, et des villages comme Thirange ou Boissé, qui étaient essentiellement des villages ruraux. Donc il y a eu 25% de pertes humaines, on peut dire, alors que pour le pourcentage pour la France, c'était de 17%. Donc ça explique que le département de la Haute-Loire a été le plus touché. Et donc quand les soldats sont partis, les femmes et les enfants ont pris un petit peu le relais. Donc en plus du manque affectif du mari, du père, on rajoutait également le manque de bras pour faire tourner la ferme et éduquer les enfants. Donc ça ne pouvait que rajouter un peu à la détresse ambiante, parce que tout le monde pensait encore une fois que ce serait une formalité, que ce serait vite fait. 25% de pertes, c'est énorme, on est d'accord ? C'est énorme. En plus, c'est les 25% de décédés, c'est-à-dire on ne compte pas les soldats qui sont devenus infirmes, handicapés, qui sont partis à l'asile, etc. Oui, bien sûr. C'est uniquement les morts. Donc après, il y a tous les blessés qui ont eu des séquelles à vie, qui ont été traumatisés à vie aussi. Donc ça, c'est toujours plus difficile à recenser. Il n'y a pas vraiment de chiffres. C'est ce que je dis dans le livre, il n'y a pas vraiment de chiffres sur les soldats qui sont revenus blessés ou handicapés à vie aussi. En termes d'archives sur la guerre de 14-18, aux archives du Puy, vous diriez qu'on manque d'archives ou que globalement les archives sont satisfaisantes ? Est-ce qu'il y a une différence entre les archives présentes dans les villes ou dans les villages ? Est-ce qu'il y en a moins pour les petits villages ? Comment ça se passe ? Je pense que pour les petits villages, il y en a moins parce que peut-être qu'il y a des archives qui ont pu être égarées, détruites ou je ne sais pas exactement pourquoi. Et donc les archives départementales, ils ont quand même recensé beaucoup de choses. Et au départ, tous les registres sont faits en double exemplaire. Un exemplaire qui reste en mairie et un exemplaire aux archives départementales. Mais les archives départementales 43, au niveau numérisation, sont le top du top. Je reviens encore là-dessus pour le dire, parce qu'on trouve énormément de choses. Et pour le centenaire, justement, ils ont mis beaucoup de monde à contribution. Ils ont fait des conférences, ils ont fait des expositions dans pas mal de villages de Haute-Loire, justement. Ils ont été aussi à Saint-Féréol, mais à l'époque, c'est vrai qu'à Saint-Féréol, comme je travaille maintenant sur le livre sur les poilus de Saint-Féréol, je regrette un petit peu qu'en septembre 2018, justement, je ne sois pas assez intéressée à ce qui se passait à Saint-Féréol, puisque j'étais invitée sur le Puy. Et donc, voilà, ça veut dire que maintenant, il me manque un peu les photos des expositions qui ont été faites. Donc j'en profite si quelqu'un de Saint-Féréol a fait des photos en septembre 2018 sur les expositions qui ont eu lieu à plusieurs endroits de la commune. Ce serait bien de pouvoir me les faire parvenir pour que je les scanne et que je puisse les mettre dans le livre qui est en cours, on va dire. De même si ces personnes ont des témoignages, des photos. Donc c'est un petit peu ce qui manque, je dirais, au niveau local, d'avoir vraiment des... Pour Thirange et Boissé, j'ai eu un peu des amis qui m'ont fait passer des documents, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en mairie même, on ne trouve pas forcément de ce dont on aurait besoin, quoi. J'aurais aimé avoir plus d'archives, on va dire, plus de documents à feuilleter. Donc c'est un petit peu une petite frustration quelque part. Voilà, par exemple, je parle de ça parce que, par exemple, M. Martin m'a dit qu'il était ami avec le maire de Valprivat. Et donc, il a eu en main la clé du local des archives. Et il m'a dit qu'il avait passé, peut-être pas des nuits, mais des jours entiers à feuilleter tous les registres, tout ce qui se trouvait comme dossier, parce qu'il a trouvé des choses qu'il a mis dans ses livres, justement, des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé trouver. C'est-à-dire qu'il a trouvé des choses qui n'étaient pas forcément dans le dossier du souvenir français ou pas forcément dans le dossier des anciens combattants, mais dans d'autres dossiers, il a pu trouver des photos, des choses... Et il était très, très content d'avoir pu faire ça, quoi, d'avoir fait tout ce travail de recherche, mais vraiment recherche typique, quoi, pas recherche sur l'ordinateur, recherche dans des papiers, dans des registres, dans des archives. Et ça, c'est ce qui manque un petit peu. Quand j'en suis au 3e village, c'est un petit peu la constatation que je fais, c'est qu'il manque un petit peu ça, quoi. C'est pour ça que je compte sur les habitants, qui ont quelque chose, surtout sur Saint-Féréol, parce que Thirange et Boissé, maintenant, c'est bon, puisque les livres sont imprimés. Voilà. L'appel est lancé. Voilà. Si on revient à la guerre, et notamment au front, quand tous ces hommes de Haute-Loire ils partent donc dans le Nord, ils savent qu'ils partent se battre, et ils ne savent pas qu'ils partent pour aussi longtemps, comme vous le précisiez en début de chronique, mais est-ce que les femmes, elles ont conscience que c'est grave,
qui peuvent ne pas revenir. Est-ce que l'atmosphère de vie à ce moment-là, elle est consciente, c'est-à-dire que ils savent comment on leur promet de revenir avant Noël, mais est-ce qu'ils savent quand même qu'ils vont risquer leur vie, est-ce qu'il y a des adieux, est-ce qu'il y a des embrassades, comment ça se passe en Haute-Loire? Oui, ben, je pense que sur la place du Puy, là, quand il y a eu la mobilisation générale, Mhm. le 2 août, je pense que les mamans étaient en pleurs, bien sûr. Les papas, certainement, attristés aussi, mais je pense que c'était un petit peu normal. Mais c'est vrai que, en règle générale, ben, les soldats eux-mêmes étaient contents de retrouver leurs copains, de partir avec eux. Mais bon, comme je vous dis, personne ne connaissait vraiment l'ampleur de ce qui les attendait. Et moi, je peux parler aussi de quelque chose que je mettrais un petit peu en similitude avec ça. C'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer, j'ai été à Verdun sur les champs de bataille à une époque, et j'ai rencontré donc le guide de l'office de tourisme de l'époque. Et il nous avait dit que les soldats qui descendaient, soit pour aller en permission, soit blessés, n'empruntaient jamais la route des soldats qui montaient au front. Parce que s'ils s'étaient rencontrés, c'est sûr que ceux qui montaient au front n'y seraient jamais allés. Ils auraient vraiment connu, il leur aurait vraiment raconté ce qui se passait en vrai sur le front, alors que tout ce qu'on leur disait, c'était pas du tout la réalité, quoi. Donc ça m'avait marqué, je m'en rappelle plus de 15 ans après, parce que je trouve que c'est quand même, c'est des choses qui avaient été cachées peut-être au départ, et puis comme il y avait l'ascension, on en a parlé aussi. J'avais une question aussi sur le bilan chiffré de la Grande Guerre. Vous y avez en partie répondu tout à l'heure. Vous disiez 25% de pertes. La Haute-Loire, c'est un département qui est beaucoup touché, peu touché par rapport au national. On rappelle 1,4 million de morts pour cette Grande Guerre. C'est euh, la pire guerre en termes de pertes humaines que la France ait connue dans son histoire. La Haute-Loire, elle se classe comment là-dedans? Est-ce qu'elle est très touchée ou est-ce que c'est relativement, même si chaque mort est à penser avec mémoire, etc. Et, bon, voilà. Est-ce que les familles altiligériennes sont durement touchées en termes de pertes humaines pendant cette grande guerre? Ah oui, bien sûr, oui. Justement, pour un petit peu tout ce que je vous ai dit là en termes de mobilisation, donc la Haute-Loire a vraiment a payé un lourd tribut, on va dire, à la guerre. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des raisons précises? Ben justement, parce ils étaient tous, enfin, il y avait beaucoup d'agriculteurs et donc ils ont été mobilisés en premier et dans l'infanterie justement, et c'est ceux qui montaient au front en première ligne. Il y a d'autres communes, ben, comme Saint-Ferréol par exemple, où ils étaient mobilisés dans les usines. Il y avait beaucoup d'usines, beaucoup d'industrialisation. Donc, C'est un petit peu ce qui explique le nombre de morts qui est très important et les 25% justement par rapport aux 17% de l'ordre national. donc on envoyait en premier les agriculteurs au front, Oui, globalement. voilà, globalement c'était ça. Ils étaient plus robustes, plus résistants Voilà, et ils à n'étaient la pas guerre. mobilisés ailleurs, on va dire, ils D'accord. étaient obligés de partir, quoi. Donc forcément, en Haute-Loire, société majoritairement agricole, donc ça explique les pertes Voilà. assez importantes. Hmm. Vous dites dans un de vos ouvrages 1,4 million de morts en France durant la Grande Guerre. Si le glas sonnait 1 minute pour chacun d'entre eux, on entendrait ce son sinistre et lugubre pendant 2 ans et 8 mois. C'est une phrase forte. Ah ben, c'est une phrase plus que forte, oui, qui m'a vraiment parlé quand j'ai vu ça. J'ai bien vérifié le chiffre, j'ai fait vérifier à mon mari aussi au niveau des minutes, des années, pour voir si c'était bien ça. Et c'est vrai que je trouve que l'absurdité de la guerre résonne encore plus quand on prend cela en exemple. Absurdité, parce que pour vous, ce sont des morts. C'est une guerre inutile pour vous, c'est des morts inutiles. Ah ben, c'est des morts inutiles, bien sûr, parce que tous ces jeunes ne demandaient qu'à vivre, ils ne demandaient pas à mourir sur le champ d'honneur, même pour défendre la patrie. Donc voilà. J'avais un autre exemple aussi, donc si le glas sonnait 1 minute, là j'avais autre chose aussi. Si les morts de la guerre se tenaient par la main, dans une immense et macabre farandole, ils feraient plus de la moitié du tour de la Terre au 50e parallèle qui traverse la France. Ça aussi, j'ai trouvé que cette comparaison pouvait être assez impressionnante, voire lugubre et triste aussi. Lugubre, triste, sinistre, macabre. C'est comme ça Oui, qu'on peut voilà. qualifier la Grande Guerre. Ah oui, tout Ouais. à fait, oui, oui. Oui. En tout cas, on peut C'est imaginer que c'est ce qu'ils ont vécu, ces soldats au front. Oui, voilà, c'est ce qui ressort de tout ce qu'on peut lire là-dessus, quoi. Voilà,
Au moment de la fin de cette grande guerre, Janine, certains reviennent, certains ont la chance d'y survivre. Comment se passe leur retour? Est-ce qu'ils reviennent silencieux, meurtris, euh, dans la confession? Quelle est l'atmosphère altigérienne à ce moment-là? Alors je pense que, comme dans tous les villages, quand même l'atmosphère devait être un petit peu joyeux, on va dire entre guillemets. Les gens étaient soulagés quand même que cette guerre ait pris fin à la libération, quoi. Mais comme dans beaucoup de familles, presque tout, ils avaient tous perdu un des leurs dans ce conflit mondial. Je pense que la joie était limitée quand même et ils étaient quand même tristes de tout ce qui s'était passé. Et les soldats eux-mêmes, je pense qu'ils avaient devant eux des images horribles devant les yeux qui pouvaient hanter leur nuit. Et ils étaient marqués, sinon physiquement, au moins moralement. Je pense qu'ils avaient aussi beaucoup de mal à en parler. Parce que déjà pendant leur permission, ils avaient certaines réflexions qui étaient, ça c'est M. Martin aussi qui m'en a parlé, ils avaient certaines réflexions qui étaient vraiment horribles pour eux, c'est-à-dire qu'ils étaient contents, d'un côté ils étaient contents de partir en permission parce qu'ils allaient retrouver leur famille, mais quand ils arrivaient dans leur famille, souvent on leur disait mais pourquoi vous n'arrivez pas à les chasser ces boches? Si moi j'y étais, ça serait autre chose quoi. Donc plein de choses un petit peu comme ça. Alors ils étaient contents de retrouver l'atmosphère familiale bien sûr, tout en sachant que ça serait que sur un court délai. Mais après, quand ils repartaient, au vu de tout ce qu'ils avaient entendu, quoi, comme remarque un petit peu des gens de leur village, ils étaient presque, on va dire, entre guillemets, aussi contents de retrouver leurs compagnons de guerre, leurs frères d'armes. Les soldats qui sont morts au front, les soldats altigériens qui sont morts au front, est-ce que tous les corps ont pu être récupérés? On se doute bien que non, mais comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont enterrés dans les semaines qui suivent, à la fin de la guerre? Est-ce qu'ils sont enterrés dans des fosses communes? Le rapatriement des corps, tout ça, est-ce que les familles les demandent? Comment ça se passe? Alors, ce qu'on peut dire en règle générale, c'est qu'il y a certains soldats qui sont morts sur le champ de bataille, sur le champ d'honneur, comme on dit. Donc, il y en a pour lesquels on n'a pas retrouvé leur corps. Il y en a qui sont vraiment encore enterrés, on va dire, dans le sol de tous ces lieux de bataille. Et donc, simplement, moi, je sais qu'il y a certains soldats qui pouvaient être rapatriés dans le caveau familial, donc au cimetière de Thirange, Boissé ou Saint-Ferréol, mais il devait y avoir, je pense qu'il y avait énormément de démarches à faire et que s'il faisait voyager le corps ainsi, il fallait qu'il soit dans des cercueils plombés pour éviter surtout tout risque de maladie ou de contagion. Mais ça devait être une démarche aussi pénible pour les familles, mais après coup, ils devaient peut-être être quand même contents de voir que leurs soldats avaient réintégré leur village. Qu'est-ce qui reste de la Grande Guerre aujourd'hui, Janine, en Haute-Loire? Qu'est-ce qui reste de la Première Guerre mondiale? Il reste le monument aux morts, bien visible sur les places, c'est tout ce qu'on peut dire, et puis 2 cérémonies par an, le 11 novembre et le 8 mai. Sinon, il n'y a pas vraiment d'autre occasion d'évoquer cette triste période. Moi, j'essaye un petit peu de remettre ça un petit peu au goût du jour, on va dire, avec mes livres. Mais c'est vrai que personne n'en parle, surtout à l'occasion du centenaire, en 2018, bien sûr, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup d'expositions, de conférences. Les gens se sont un petit peu penchés sur leurs archives personnelles pour trouver des choses. Et les archives départementales, encore, ont fait vraiment un travail de centralisation super, quoi. Je vous invite tous d'ailleurs à aller voir les archives départementales 43, où il y a des documents, il y a vraiment plein de choses sur cette période. Mais autrement, je dirais que dans les villages, personne n'en parle. Il y a quand même des gens, quand ils visitent les villages, moi je le vois bien à Thirange, il y a des gens qui regardent le monument, et puis certains doivent dire, tiens, il y a quelqu'un de notre famille, mais voilà, mais ça reste... Voilà, ça reste comme ça, quoi. Mais je ne suis pas sûre qu'aux enfants, on en parle beaucoup non plus. Et moi, c'est un des grands regrets que j'ai aussi, c'est qu'on ne puisse pas faire vraiment de transmission aux nouvelles générations. Moi, j'aurais bien aimé que dans les écoles, par exemple, on puisse faire soit une petite conférence, soit vraiment intéresser un petit peu les enfants à ça. Mais pour le moment, ça n'a pas encore vu le jour, mais c'est un de mes prochains projets, quoi. Alors justement, pour l'intérêt qu'on peut susciter pour nos auditeurs qui ont sûrement, enfin en tout cas peut-être des enfants à la maison, est-ce que vous avez des anecdotes, Janine, sur les poilus en Haute-Loire qui pourraient intéresser les plus jeunes? Oui, alors ça aussi, c'est M. Martin qui m'en a parlé. Donc, on
on peut avoir une anecdote qui peut être sympathique, on va dire, entre guillemets, même si le sujet n'est pas du tout, n'est pas du tout, n'est pas du tout agréable. Donc, par exemple, le premier mort pour la France de la Haute-Loire. Donc, pendant des années, et dans tous les livres d'histoire locale, il était question de Monsieur Claude-Henri Grelet de la Dette. Je vous passe tous les prénoms. Après Claude-Henri, il y a peut-être 10 prénoms derrière. Je ne les ai pas notés ici. Donc, il était lieutenant de cavalerie. Son père était sous-préfet, maire d'Allègre et conseiller général de la Haute-Loire. On peut dire en quelque sorte que c'était le candidat idéal pour être mort le premier pour la France, même si c'est un honneur qui aurait mérité de ne pas avoir lieu, on va dire. Mais cette personne est morte le 8 août 14. Et M. Martin a fait beaucoup de recherches. Il a recueilli des tas de documents historiques qui peuvent le prouver. En fait, le premier mort de la France, pour la France, donc le premier mort de Haute-Loire pour la France, c'est François Bourgin, un petit paysan de Valprivat, qui a été tué à l'ennemi, donc le 7 août 14 en Alsace. Et donc, l'exploit qu'a pu faire M. Martin, c'est justement, il a réussi à faire changer le nom du premier mort pour la France dans certains documents. Et maintenant, donc, c'est une réalité. Il a un petit peu réhabilité ce pauvre soldat, mais c'était qu'un petit paysan. Et donc, il est vraiment mort le premier, c'est le 7 août. Et donc, dans la Haute-Loire, par contre, beaucoup de personnes savent que le dernier mort de la Haute-Loire, c'est Jean Proriol, dont la famille est bien connue en Haute-Loire aussi, qui est né à Beauzac et qui a été tué le 10 novembre 18. Parce que là aussi, il y a d'autres soldats qui sont morts après le 11 novembre aussi, 18. Donc j'en parle aussi dans mon livre. Il y a certaines dates aussi qui ont été antidatées parce que personne n'aurait compris que leurs soldats soient morts après l'armistice. Et donc aussi, il y a un soldat, un poilu, qui est natif du Cantal, qui s'appelle Pierre Recorbe. Il a été un des plus décorés de la Grande Guerre. Il a eu la Croix de guerre avec étoile d'argent, puis la Légion d'honneur, qu'il a obtenue en 68 avec le grade d'officier du mérite. Et dans le livre, vous verrez, j'ai mis des tas d'autres anecdotes, mais qui ne sont pas spécifiques à la Haute-Loire. C'est important de se souvenir, Janine ? Bien sûr que c'est important de se souvenir, parce que... Pourquoi ? Pour honorer justement la bravoure de ces jeunes hommes, pour ne jamais les oublier. Ils demandaient qu'à vivre en paix, ils étaient bien trop jeunes aussi pour donner leur vie pour leur patrie. Et j'aimerais bien qu'on puisse en parler beaucoup plus souvent, quoi. C'est une nécessité, le devoir de mémoire ? C'est une nécessité, bien sûr. Les enfants devraient connaître vraiment... Alors, je ne sais pas ce qui se fait dans l'éducation nationale, donc le sujet sur la Grande Guerre, comment il est présenté. Mais bon, qu'on puisse leur parler de ce qui s'est passé vraiment dans leur village. Moi, je trouve que ça serait vraiment bien, quoi. Pas seulement grâce aux livres d'école, justement, mais je pense que dans les familles, il devrait y avoir aussi cette transmission. Surtout s'il y a quelqu'un de la famille en plus qui est concerné ou un ami de la famille. Dans vos ouvrages, vous nous dites, je vous cite, « Pour que plus jamais la guerre ne s'invite dans nos vies ». Est-ce que vous pensez que ce devoir de mémoire, cette mémoire collective, elle peut nous aider et aider le monde en général à éradiquer la guerre ? Enfin, aider, je veux dire, c'est un grand mot, hein, ça va rester du domaine de l'utopie. Moi, je veux simplement dire par cette phrase, c'est que si on explique bien les tenants et aboutissants de la guerre, on peut peut-être trouver les moyens de faire en sorte qu'elle ne revienne plus du tout à l'ordre du jour de chacun d'entre nous, et que ce devoir de mémoire peut en effet y contribuer, même si ce n'est pas la clé suprême pour que cela n'arrive plus, car c'est bien plus complexe que ça. Il y a tout un contexte géopolitique et qui décide un petit peu de ce genre de choses, et je peux juste rajouter que, par exemple, mon papa il a été prisonnier de guerre pour la Seconde Guerre mondiale. Et pour lui, il fallait absolument pas du tout, il fallait pas parler de cette période tragique. Il fallait pas en parler aux enfants pour que cette guerre ne revienne plus jamais. Alors ça aussi, ça restait très utopique, mais bon, j'avais trouvé que c'était une analyse personnelle qui était sympathique. Est-ce que c'est pas un peu l'inverse qu'on dit aujourd'hui, notamment aux premières et aux terminales qui étudient, les lycéens et les collégiens aussi en troisième, qui étudient cette grande guerre. Souvent, on nous disait se souvenir,
C'est savoir, c'est faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Est-ce que le secret, quelque part, il n'a pas été douloureux pour les familles, Oui, je pense quand même que... à cette époque? Oui, oui. Ouais. Je pense que ça a pas été assez pris en compte, justement, tout ça. Je pense. Vous avez senti, vous, un manque vis-à-vis de votre papa, par exemple, qui a fait la guerre? Il avait du mal à en parler, lui aussi, Ah parce que ben, souvent, quand ils reviennent, les hommes qui ont fait la guerre, que ce soit la Seconde Guerre mondiale ou la guerre d'Algérie, ceux qu'on peut connaître, qui sont encore là aujourd'hui pour en parler, en parlent très peu ou veulent très peu en parler. Et parfois, c'est une vraie souffrance pour les familles, c'est-à-dire que les proches aimeraient qu'ils en parlent. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de thérapie, de cellules psychologiques qui revenaient chez eux et ils se débrouillaient avec leurs souvenirs. Donc, bien sûr, donc mon papa n'en parlait pas. Il en parlait simplement à d'autres amis qu'il avait, qui avaient été comme lui, prisonniers de guerre. Je pense que en parlant avec une autre personne qui avait vécu les mêmes choses que lui, il avait une oreille attentive, je veux dire. Et donc moi il m'en avait pas parlé non plus. Un jour, il m'avait dit, toi qui aimes bien écrire, je te raconterai des choses, mais alors chaque fois, je pense, et c'est un très grand manque pour moi maintenant de ne pas l'avoir fait. Je pense à la chanson de Daniel Guichard, quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là dans la chanson Mon Vieux. Et c'est un petit peu ce manque que j'ai. Donc quelques années après son décès, ça fait déjà 30 ans qu'il n'est plus là. Je pense qu'il aurait été fier de mes livres aussi, je dis ça entre guillemets, parce que voilà. Et petite dédicace pour lui. voilà, une petite dédicace. Comment il s'appelait, votre papa? Auguste Million. Auguste Tout Million. le monde l'appelait le Gustou dans le village. Gustou. Et... Mon grand-père aussi s'appelait Auguste et d'accord. on l'appelait Gustou. Ouais. Très bien. Et donc, juste ce que je voulais dire, c'est que voilà, quelques années après son décès, moi j'ai eu envie de retracer un petit peu son parcours de stalag en stalag, son parcours de prisonnier de guerre. Et donc là aussi, j'ai trouvé des bénévoles très sympas sur Internet, des gens qui sont passionnés aussi, et donc qui m'ont aidé un petit peu à reconstituer ça, juste avec son livret militaire où j'avais quelques petites informations, et sa fiche de démobilisation où il y avait des dates de marquées qui étaient presque effacées à force de ce papier avait été plié je ne sais combien de fois, que mon frère avait gardé aussi très précieusement, bien sûr. À la mort de mon frère, après j'ai pu récupérer ce papier et mon papa avait fait un petit carnet aussi où il notait le nom de ses compagnons d'armes, ses compagnons d'infortune, on va dire. Il mettait les noms et les prénoms de ses compagnons, il faisait des petits dessins sur ce petit carnet que j'ai encore et quelle personne ne peut toucher, bien évidemment. Et dans ce petit carnet, il mettait quelques dates, donc avec des noms de villages allemands, enfin, ou polonais, enfin, des choses comme ça. Et avec ces deux papiers combinés, il y a des passionnés, comme je vous dis, que je remercierai jamais assez aussi, qui ont pu me dire à peu près il était à tel endroit et qui ont fait une petite représentation géographique sur une carte pour montrer un petit peu quel parcours il avait fait, toutes des choses que j'aurais pu éviter d'avoir à chercher si j'avais pris le temps et à cet âge-là de demander. Merci Janine d'avoir accepté notre invitation, surtout d'avoir accepté de nous livrer, je crois, chers auditeurs, on l'a tous senti, cet épisode particulier, difficile à aborder quand même de notre histoire, parce qu'en termes d'humanité, c'est pas un sujet facile, et je trouve que vous l'avez fait brillamment en y mettant votre cœur, votre sensibilité, en choisissant l'axe familial, etc., que vous avez réussi à allier histoire locale avec un petit H, avec l'histoire locale avec un grand H. Donc bravo à vous. Je rappelle aux auditeurs que vous avez deux formidables ouvrages. L'un intitulé Les Poilus de Thirange pour que leur mémoire ne soit jamais oubliée. L'autre c'est Les Poilus de Boissé pour que leur mémoire ne soit jamais oubliée, imprimé par Copy Média. Si nos auditeurs souhaitent se procurer vos ouvrages, comment ils font ? Donc ils peuvent aller à la mairie de Thirange ou à la mairie de Boissé ou au restaurant Le Thirangeois ou à l'office de tourisme de Basse-en-Bassé, l'office de tourisme de Monistrol, ou alors me contacter et moi je peux leur le faire parvenir le plus rapidement possible. Vous avez une page Facebook, Janine, où vous êtes très active. Votre page Facebook s'appelle Janine Million, donc J-E-A-N-I-N-E, plus loin Million comme un million. Voilà. Vous animez deux groupes Facebook, Thirange, plus loin Haute-Loire. Donc c'est sur Facebook, vous allez sur Facebook, chers auditeurs, vous tapez Thirange, plus loin Haute-Loire. Tout en majuscule. Tout en majuscule. Boissé aussi. Boissé.
C'est Haute-Loire. Et sur ces groupes Facebook, vous pourrez voir, chers auditeurs, toutes les actualités de Janine, ses recherches, la vie locale de ces villages aussi, et toutes les informations, les animations qui se passent dans ces villages, parce que je cours un peu après les informations. Je trouve qu'on manque un peu d'informations, on n'a pas toujours ce qui intéresse les gens. J'ai une page aussi, Généalogie Haute-Loire, où donc je mets ma passion. Il y a peut-être 650 personnes à peu près qui s'intéressent à cette page-là, où il y a beaucoup d'entraide. Les gens s'aident à faire des recherches, à trouver des actes, et voilà. C'est important aussi. Merci Janine. Merci à vous de votre accueil aussi et de vous intéresser à mon travail de longue haleine, comme je dis toujours. Et bien sûr, en tout cas, c'est la modeste ambition, le modeste objectif de cette émission Altistoria qui veut mettre en avant l'histoire locale, parfois un peu délaissée dans l'apprentissage de l'histoire à l'école. Donc c'est l'occasion pour nous de donner la parole à des gens qui ont travaillé sur des sujets historiques pour redonner cette mémoire de l'histoire locale à nos Altigériens qui nous écoutent. Chers auditeurs, j'ai été très heureux d'être avec vous pour cette chronique hebdomadaire. On est la semaine du 11 novembre, donc on tombe pile poil sur le thème de la chronique. J'espère qu'on a réussi à vous entraîner, à vous emmener avec nous dans l'univers réel et historique de la Grande Guerre. Je vous souhaite une belle semaine, chargée en mémoire, chargée en armistice du 11 novembre 1918. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre chronique Altistoria. Et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.